On va donc y aller. Alors, petit rappel rapide, hein, c'est juste une introduction si quelqu'un découvre aujourd'hui. Hein, donc, on suit la méthodologie dite de la trousse de démarrage rapide et avec une variante qui est la mise en œuvre accélérée, c'est-à-dire c'est une mise en œuvre avec des données internationales. Alors, c'est un intérêt, c'est que quand on fait ça, on apprend comment les comptes fonctionnent et on comprend quelles sont les données que l'on peut continuer à utiliser, qui sont sur les bases de données internationales. Il y en a de plus en plus. Mais ce sont des données globales, donc qui sont optimisées soit pour d'autres programmes, par exemple pour les changements climatiques, hein, pour les modèles de type météo, concentration de carbone dans l'atmosphère, etc. Donc, c'est optimisé pour ce type de modèle. Donc, pas exactement pour ce dont on a besoin pour les comptes écosystémiques, mais il faut qu'on apprenne à se servir de données qui ne sont pas parfaites. Et donc, il faut que l'on voit un peu ce que l'on peut faire déjà. Et puis, si on a besoin et on a la possibilité de les remplacer par des données nationales qui sont plus précises ou même par des données locales. Donc, c'est vraiment important de bien comprendre quelles sont les données dont on a besoin pour faire les comptes. Le compte, c'est un objectif particulier qui est de calculer la valeur écologique, donc pas en monnaie, en unité de capacité écosystémique, de capacité en écu pour faire des bilans écologiques. Alors, le compte du carbone écosystémique, qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend beaucoup de choses sur le carbone et pas tout. Il comprend le carbone des écosystèmes terrestres et des eaux continentales, c'est-à-dire la biomasse végétale et animale, le carbone organique du sol, et puis le carbone qui est dans l'eau, le carbone d'abord de la faune et de la flore des rivières, des poissons par exemple, mais aussi le carbone dissous, le carbone en suspension dans les sédiments ou dans les eaux polluées. Quand on rejette des eaux urbaines dans les rivières, on rejette beaucoup de carbone. Donc, ça veut dire que le carbone, il n'est pas dans l'écosystème, il n'a pas toujours une valeur forcément positive. Dans certains cas, ça peut être une valeur négative qui va se retraduire dans d'autres. Il va falloir le prendre en compte quand on va essayer de voir quelle est la ressource en carbone. La demande biologique en oxygène, une mesure du carbone organique dans les rivières. Ce n'est pas franchement une ressource, c'est une ressource ni pour les humains, ni pour les écosystèmes. On va aussi traiter le carbone organique de la biomasse marine, donc on ne le fait pas pour le Cangaré sur la Moldavie, parce que la Moldavie n'a pas accès à la mer, donc le problème il est réglé. Mais bien entendu, les poissons, les herbes, les algues, le plancton, font partie de la comptabilité, sont comptabilisés. Et puis, en ce qui concerne l'atmosphère, on va regarder le carbone écosystémique, c'est le carbone qui est dans le cycle d'échange entre la Terre et la mer d'un côté et l'atmosphère de l'autre. Et donc, il y a les gaz à effet de serre qui font partie de la comptabilité. Alors, la trousse de démarrage rapide qui a été publiée pour la CBD, c'est les écosystèmes terrestres. Mais donc, on va pas faire le compte complet de l'atmosphère. De toute façon, c'est fait par
par le GIEC, c'est fait dans le cadre de la Convention sur le climat. Et nous, on va juste s'intéresser aux échanges entre, entre les écosystèmes terrestres et l'atmosphère. Les échanges, donc les émissions de gaz à effet de serre, hein, de gaz carbonique, de méthane, de composés organiques volatiles, etc., c'est-à-dire les gaz de type qui viennent du pétrole ou je ne sais pas quoi. Et d'un autre côté, on va regarder quelle est la photosynthèse, hein, c'est-à-dire la capture de CO2 par la végétation. Et on va regarder également quelle est la respiration de la végétation et quelle est la combustion de biomasse, notamment du bois de chauffage. Hein, c'est un montant important. On va regarder aussi, on va mesurer quels sont les incendies. Donc voilà ce que l'on traite. Alors, ce que ça ne comprend pas, de manière claire, c'est le carbone fossile du sous-sol. Hein, le charbon, le pétrole, le gaz naturel, ça ne fait pas partie de l'écosystème. Également, on ne va pas comptabiliser directement les stocks de produits du carbone organique dans le système d'utilisation. Donc, ce qu'on appelle le système d'utilisation, c'est une partie du système économique. C'est le système économique qui a prélevé la ressource. Hein, donc, les récoltes de bois, les récoltes agricoles font partie en plein du compte du carbone écosystémique. Mais une fois que les produits agricoles sont récoltés et transportés et transformés dans le système d'utilisation, ils sortent du compte du carbone écosystémique. Mais ils vont y revenir comme rejet du système d'utilisation. Et par exemple, on va comptabiliser le bois de chauffage, on va comptabiliser le fait de brûler du bois de chauffage, parce que c'est brûler de la biomasse, et donc on va avoir une interface en fait entre le compte du carbone et le compte du système d'utilisation. Donc voilà une manière de représenter le cycle du carbone. Donc vous voyez les différents éléments que je viens de commenter. Et ça, c'est le schéma complet, bien sûr, et qui donne bien sûr une grande importance, hein, à la combustion de carbone fossile. Hein, ce sont les plus grandes quantités de carbone qui sont envoyées dans l'atmosphère. Et le compte écosystémique, c'est ce qui est entouré par cette ligne avec des pointillés en rouge. Et donc, vous voyez la végétation, les échanges les échanges entre les forêts et l'atmosphère, hein, la photosynthèse, la respiration des arbres. Hein, la végétation respire aussi, les animaux, les rejets par les animaux, etc. Donc voilà, c'est un sous-ensemble bien précis du cycle général du carbone, et on va produire tous les éléments, et on va les produire en ayant en tête que si on décide de faire l'investissement pour des comptes écosystémiques, il faut qu'on soit efficace. Hein, l'information, ça coûte de l'argent, de toute façon. Et donc, il faut que et puis, une information cohérente est vraiment importante. Les décideurs politiques, ils ont besoin de comprendre ce qu'il faut faire, à la fois du point de vue économique, social, du point de vue du climat et aussi du point de vue de la biodiversité, et comprendre ensemble. Donc, il faut des données cohérentes, il faut qu'on soit, nous, cohérents au niveau du carbone, notamment avec ce qui se fait selon les lignes directrices du GIEC, hein, pour les budgets de carbone du GIEC, ça s'appelle des budgets, donc, qui prennent en compte la séquestration du carbone, qui prennent en compte les émissions qui viennent de l'agriculture, les émissions qui viennent du bétail, etc. Donc, il faut que l'on soit cohérent de manière à ce que, d'une part, si les données sont déjà existantes dans les pays,
on puisse simplement les utiliser. Ce n'est pas la peine de recalculer ce qui existe déjà. Et si les données n'existent pas encore ou n'existent pas, disons, avec la même fréquence que ce que l'on veut faire pour la comptabilité écosystémique, il faut que les données que nous produisons puissent être transmises aux autres pour le système de rapportage sur le climat, qu'elles puissent être utilisées, de manière à éviter les duplications, éviter les doublons, et on gagne du temps, de l'argent et de l'efficacité au niveau de l'information qui est produite. Donc voilà ce que l'on va faire. On va essayer de décrire avec des comptes, avec des tableaux, ce qu'il y a dans cet ovale entouré de tirets rouges. Alors, vous avez déjà vu plusieurs fois ce schéma général des comptes. Donc, c'est un point qui est important, c'est que le compte écosystémique du carbone, il est intégré à l'ensemble du compte écosystémique, et on va le produire pour chaque unité écosystémique. On va produire un compte. Nos unités de travail, ce sont les unités paysagères socio-écologiques. On a passé beaucoup de temps déjà sur ces entités. C'est vraiment important. Pourquoi ces unités sont importantes? Parce que c'est là que l'on peut essayer de mettre tous les éléments ensemble pour faire un diagnostic, pour dire, dans cette unité, en gros, ça va, dans cette unité, ça s'améliore, mais attention, dans cette unité paysagère, ça ne va pas du tout. Donc, c'est une information qui est raisonnablement spatialisée, ce n'est pas du micro-local, c'est d'une échelle un petit peu intermédiaire, mais déjà très, très fine, et qui est pertinente au niveau de l'analyse d'informations qui sont vraiment de divers types. Et on va voir quelles sont ces informations. Alors, vous vous souvenez de l'importance de ces unités UPSE, ou cellules, qui est l'acronyme anglais. Si on traite les zones côtières, on a des unités marines côtières qui sont du même type que les UPSE, et on peut regrouper ces unités par bassin versant, etc., où on peut extraire les données pour produire les comptes par unité administrative. Donc, sur le compte du carbone écosystémique, on va avoir des unités spécifiques qui vont être des unités, par exemple, pour les sols, et les données qu'on va utiliser pour mesurer le carbone du sol ont été calculées par unité pédologique. Ils appellent ça des segments pédologiques, les scientifiques. Et on a aussi nos unités de couverture des terres qui vont nous servir, à plusieurs reprises, vous allez voir, puisqu'il y a une bonne corrélation entre le carbone et les forêts, les carbones et les prairies, le carbone et l'agriculture. Donc, c'est un découpage important. Mais la synthèse n'est pas à ce niveau-là. La synthèse finale, elle va être au niveau des unités paysagères socio-écosystémiques. Bon, voilà un exemple d'information que l'on peut produire. Ça, c'est la mesure de l'extraction de boiron. Donc, pour nos collègues forestiers, c'est un terme qui est assez familier. Le boiron, c'est ce qui est extrait par l'exploitation forestière. Et c'est la manière dont on mesure. Donc, c'est bien défini, c'est le boiron sous écorce, etc., etc. Et donc, là, ce que l'on va mesurer, c'est le boiron qui a été extrait par unité paysagère socio-écologique. Et vous voyez qu'on a une information qui est déjà très fine. Là, il y a 4 pays. Vous vous souvenez de la présentation qui avait été faite sur le plateau des Guyanes, le Guyana, le Suriname au milieu, la Guyane française ici et l'Amapá du Brésil à l'est, au sud-est. Et vous voyez les situations qui sont très différentes, en fait, où on voit l'extraction qui est plus importante dans ces zones côtières. On voit que ça se développe
un peu, on voit qu'en Amapá, il y a pas mal d'extractions en 2015. Et les données qu'on a montrent que ça s'accélère fortement. Alors, l'extraction de Boiron, c'est une variable. On va travailler dessus. Ça va être un des thèmes sur lesquels on va traiter les données, parce que c'est une donnée qui est un peu... c'est pas compliqué à traiter, mais il faut vraiment bien analyser. Il y a plusieurs composantes. Donc, il y a le boiron, il y a tout ce qui n'est pas utilisé par les exploitants forestiers, qui est laissé sur place. Il y a tous les rejets, il y a les racines, etc. Donc ça, nous, on va le prendre en compte on va avoir une extraction brute, une extraction totale et une extraction nette. Donc ça, c'est l'extraction nette que l'on a ici et qui ne prend pas en compte les volumes accessoires, mais qui peuvent être très importants. Par contre, l'extraction nette, elle est calculée avec ce que l'on peut observer avec des images satellites et c'est confronté avec les statistiques telles qu'elles sont disponibles à la FAO. Et on s'aperçoit qu'en fait, il faut redresser fortement les chiffres des statistiques officielles parce qu'il y a beaucoup il y a des pertes qui ne sont pas prises en compte, par exemple, des pertes d'arbres pendant l'exploitation, des arbres qui sont cassés, par exemple. Et ça peut représenter dans certains pays beaucoup de bois qui est perdu comme ça. Et puis, il y a toute l'exploitation informelle ou illégale ou qui n'est pas dans les statistiques. Donc voilà le type de travail que l'on doit faire de manière à avoir un compte. Alors, on fait ce travail, ce redressement, mais on fait on regarde, il faut qu'on soit capable de justifier pourquoi on ne prend pas directement les chiffres des statistiques, et faire une comparaison de manière à ce qu'après, on puisse amorcer une discussion et avoir des estimations qui soient correctes. Retour au cadre comptable maintenant. Donc, ce cadre comptable, il a la même structure que pour l'infrastructure écosystémique et le compte de l'eau aura la même structure aussi. Il y a d'abord un bilan de base du carbone écosystémique qui va présenter les stocks, la production primaire, tous les apports en biocarbone, les prélèvements et toutes les perturbations naturelles. Donc ça, c'est le bilan de base. Ensuite, on a un compte de la ressource écosystémique accessible. Donc ce compte, il est dérivé du bilan de base et il a pour objectif de produire des indicateurs qu'on va pouvoir utiliser par la suite, et notamment l'excédent net de carbone écosystémique accessible. Parce que si l'on veut mesurer les prélèvements soutenables, l'écosystème produit, l'écosystème se renouvelle, les arbres croissent, etc. Les plantes croissent, donc bien entendu, on peut prélever des ressources naturelles renouvelables. Il n'y a pas de problème. Le seul problème, c'est que ça doit être soutenable. Et soutenable, c'est qu'on ne peut pas prélever plus que ce qui est possible. Alors, ce qui est possible, c'est en moyenne le croît naturel. Si on prélève plus que le croît naturel, on commence à prélever sur le stock. Et si on prélève sur le stock, comme c'est un stock qui se reproduit, on prélève sur la capacité du stock à se reproduire. Et donc, une des règles en foresterie, c'est de prélever, de ne pas prélever plus que le stock, que le renouvellement du stock naturel, et de replanter pour recréer le stock quand on a coupé, de manière à avoir une exploitation soutenable. Donc ça, on va essayer de chiffrer ça, donc d'ajuster les données de base que l'on aura eues dans le bilan de base aussi. Et on va tenir compte aussi de restrictions d'utilisation légales. Par exemple, si vous avez des forêts qui sont dites des forêts de protection contre l'érosion sur des pentes dans des montagnes,
on n'a pas le droit d'y toucher. Donc, si on y touche, ça crée des catastrophes, ça crée de l'érosion, ça peut conduire à des inondations, et donc les forêts qui sont protégées, elles ne sont pas dans la ressource exploitable. Donc, si on fait un calcul d'un indice d'utilisation de la ressource exploitable, il faut les retirer, parce que sinon, on va avoir une vision faussée de la ressource exploitable. Donc, en gros, toutes les forêts qui sont protégées, on leur met à des coefficients qui vont indiquer que l'on ne peut pas les utiliser. Ensuite, le troisième compte, c'est le compte de l'utilisation totale du biocarbone et du géocarbone. Alors, le géocarbone, c'est le carbone du sous-sol, hein, c'est le carbone fossile. On ne va pas travailler sur le compte du géocarbone. Les tableaux qui ont été publiés dans le rapport de la CBD incluent le carbone fossile de manière à pouvoir avoir des éléments complets qui soient directement intégrables dans le rapportage pour le climat, dans le rapportage à la Convention sur le climat. Nous, on va se limiter donc au biocarbone et on ne va même pas regarder tout le biocarbone, on va regarder simplement l'utilisation totale du carbone écosystémique. Alors, l'utilisation totale du carbone écosystémique, on va la dériver, on va la reprendre simplement, on ne va pas la recalculer une deuxième fois, puisqu'on aura déjà vu tous les prélèvements et les pertes indirectes, en fait. Ici, donc, on a déjà calculé, on va reprendre cet élément pour avoir une mesure de l'utilisation du biocarbone. Et l'utilisation directe du biocarbone produit sur le territoire. Alors, on n'a pas tous les éléments pour le compte, hein, ça c'est pour la suite, hein. C'est au-delà de la trousse de démarrage rapide, c'est qu'il faudrait intégrer les empreintes. Hein, l'empreinte, le biocarbone incorporé dans les importations, il faudrait le mesurer. Il faudrait mesurer le biocarbone incorporé dans les exportations pour faire des synthèses régionales. Et donc, ça, c'est une autre comptabilité, mais il faut avoir en tête que là, pour l'instant, l'objectif, c'est de calculer la capacité écosystémique des écosystèmes terrestres. Et donc, on n'a pas, ces éléments-là. Donc, on va se focaliser uniquement sur l'utilisation totale de carbone écosystémique. Et pourquoi est-ce que on veut mesurer, on veut avoir cet indicateur-là? Parce qu'on va terminer par le tableau des indices d'intensité d'utilisation et de santé écosystémique. Et donc, on va regarder l'intensité soutenable et on va la comparer, on va la calculer en faisant le ratio de la ressource accessible à l'utilisation et de ce qu'on a réellement utilisé. Et normalement, la ressource accessible devrait être toujours plus importante que l'utilisation. Et donc, on devrait, si la ressource est plus importante que l'utilisation, on va mettre un coefficient de 1, que ça soit un peu plus important ou beaucoup plus important, ça ne change rien. Ça veut dire qu'on utilise de manière soutenable et que ça ne pose pas de problème à l'écosystème. Par contre, si l'utilisation devient plus importante que la ressource accessible, à ce moment-là, on va avoir un indicateur qui va être 0,8, 0,9, 0,5, etc., et qui va nous décrire une situation qui n'est pas soutenable. Donc, on aura un premier indicateur d'état, de conditions, comme on dit en anglais, condition, de l'écosystème du point de vue du carbone. Et puis, on va prendre en compte là d'autres indices sur l'état de santé du carbone écosystémique. Et là, on a besoin des experts, hein, absolument, pour dire attention, la forêt, il y a des problèmes,
qui peuvent être de vulnérabilité à des maladies, si on a des informations, qui peuvent être mais on a des indicateurs, par exemple, qui seraient importants de connaître, ce qui est l'âge des forêts, parce que la valeur écologique d'une forêt est liée à son âge, et donc avoir un peu une idée de la stabilité des forêts, de leur âge, ou par rapport à l'érosion, de la résilience, la résistance des sols par rapport à l'érosion. Donc on va intégrer tout ça pour calculer la valeur unitaire écosystémique interne du carbone, qui va nous servir finalement, qui sera un des composants du calcul de la valeur du prix en unité de capacité écosystémique. Donc, le compte du stock va comprendre plusieurs éléments. Donc, c'est le stock de la végétation, c'est-à-dire ce qui est au-dessus du sol. En anglais, on dit above ground. On va parler du biocarbone au-dessus du sol. Et puis la litière, c'est-à-dire toute la matière organique morte qui est sur le sol et qu'il faut rajouter. Donc là, ça parle de litière généralement. Ensuite, quand on va en dessous, on a les racines, et puis on a le carbone organique du sol, qui est vraiment une variable très importante parce qu'elle est liée au bon état du sol et à la biodiversité du sol. Et donc ça, c'est un élément qui est important parce que une grande partie du carbone organique est dans les sols, et les sols, c'est la garantie pour d'avoir finalement une nourriture soutenable. On est en train de dégrader, depuis des siècles, on détruit des sols, et on est en train d'arriver à une situation critique. Donc, ce qu'on va, alors ça c'est une première partie du compte. Donc, on a le sol, et ensuite on va avoir le biocarbone animal. Donc, le biocarbone animal, ça va être le cheptel, les différents types d'animaux d'élevage, qui peuvent être très importants dans certains endroits. En moyenne, ce n'est peut-être pas forcément les grosses quantités, mais dans certaines zones, le cheptel est responsable de la désertification, par exemple. Il y a une pression du cheptel sur les herbages qui peut être extrêmement importante, où on a aussi d'autres éléments du cheptel en termes de rejet, parce que le cheptel s'il n'y a pas beaucoup de cheptel, les excréments du cheptel, c'est de l'engrais. S'il y en a beaucoup, c'est de la pollution. Donc, on fait le compte du cheptel. On peut faire le compte de la faune sauvage de la même façon. On peut essayer de voir si ça vaut la peine. Et en fait, localement, ça peut être au niveau très fin. Quand on fait un compte pour un parc naturel, par exemple, ça peut être une manière de prendre en compte la faune sauvage. Ça peut être. Mais c'est surtout le cheptel. On va travailler sur le cheptel. On va ensuite voir le compte des apports de biocarbone. Alors, le principal apport, c'est la production primaire, c'est-à-dire c'est la photosynthèse. Donc, c'est mesuré à différents niveaux. Il y a la production primaire brute, il y a la production primaire nette, il y a la production écosystémique nette. On va travailler avec la production primaire nette parce que c'est vraiment l'indicateur qui est utilisé partout. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la production primaire nette? Ça veut dire que c'est net, ça veut dire qu'il y a des plus et des moins. Alors, le plus, c'est toute la photosynthèse, et le net, c'est la respiration des plantes. Les plantes respirent, et notamment la nuit, les plantes renvoient du gaz carbonique dans l'atmosphère. Donc, la production primaire nette, c'est la production totale, la production brute de la photosynthèse, moins la respiration des plantes. Et puis, on verra par la suite qu'il faut prendre en compte une respiration. Si vous l'avez plus bas dans le tableau, si vous voyez la ligne 6, C641 plus C642, on a une terminologie qui est assez barbare, qui parle de respiration hétérotrophique.
Et donc, les hétérotrophes, ce sont les organismes vivants. En gros c'est les animaux. Hein, c'est les animaux, les humains, on est les hétérotrophes. C'est les organismes qui ne produisent pas de matière organique à partir de l'atmosphère. Et les autres s'appellent des autotrophes, c'est-à-dire en gros les plantes. Hein. Et donc, la respiration hétérotrophique, elle est importante, et elle est importante pour les animaux, et elle est importante pour le sol. Et donc, ça, il faut qu'on le prenne en compte, parce que, bien entendu, c'est la vie de l'écosystème. Hein. C'est la vie de l'écosystème. Donc, c'est ce qui doit... c'est quelque chose qu'on ne peut pas... on est en compétition pour les usages humains avec les besoins de l'écosystème et les besoins de sa respiration, hein, de son métabolisme, de pouvoir brûler de l'énergie lui-même. Hein. Donc, voilà la production primaire nette. Alors ensuite, il y a la production secondaire nette animale, le croît du bétail. Ça, on ne va pas s'en occuper dans l'exercice parce on aurait pu faire une estimation, mais on n'avait pas vraiment beaucoup de données. Ensuite, il faut que l'on regarde, qu'on se préoccupe un petit peu des échanges naturels. Alors, échanges naturels, hein, et ayez bien en tête qu'un compte comme ça, on le fait pour une unité qui fait 100 km². Et donc, il va y avoir des échanges, par exemple, des sédiments qui vont être amenés par une rivière. Et donc, ça va être une ressource secondaire, mais qu'il faut prendre en compte. Si on fait la comptabilité, il faut essayer de tout prendre en compte. Hein. Et puis, vous pouvez avoir des migrations, hein, par exemple, qui peuvent se produire. Donc, il faut qu'on prenne en compte ces échanges naturels. Et puis aussi, il y a une catégorie. Alors là, ça peut être un peu troublant. Il y a les retours et les rejets. Alors, pourquoi est-ce qu'on prend en compte, en ressources, les retours et les rejets? Alors, on les prend en compte parce que c'est des choses qu'on peut utiliser. Par exemple, vous avez tous les rejets de l'exploitation forestière, et donc on peut les utiliser pour les brûler, pour le bois mort, on l'utilise, etc. Donc, ce qu'on voudrait quand on fait le bilan, quand on va regarder quelles sont toutes les sorties de carbone, hein, toutes les pertes en carbone, on va regarder les récoltes nettes. Les récoltes nettes, c'est celles qui sont les plus proches de la statistique, avec les ajustements que je vous ai décrits, mais c'est vraiment les matériaux qui sont extraits par les humains pour l'usage économique. Mais on va aussi prendre en compte tous les résidus et les rejets de la production. C'est-à-dire qu'on veut avoir le total de la pression humaine. C'est un concept qui, en écologie, qui s'appelle aussi l'appropriation de la production primaire nette. Human Appropriation of Net Primary Production. Il y a des bases de données qui ont été produites là-dessus et qui sont utilisées. Et donc, on reflète, on est cohérent avec ce concept d'appropriation humaine. On donne le détail, bien sûr, hein, mais on va avoir donc ce total. Alors, comme on a le total, comme on a pris les rejets, ces rejets, bien sûr, c'est les rejets de la production, et donc on va, si on les rajoute en sortie de biocarbone, ben, il va falloir qu'on les rajoute en entrée, parce que sinon, on va avoir un résultat comptable qui va être faussé. Donc, c'est automatique. Quand c'est en orange, là, vous voyez la flèche, on va le calculer une fois, et puis ça va se reporter automatiquement dans le compte, dans les apports de biocarbone. Donc, les apports de biocarbone, c'est tous les apports primaires et secondaires. Alors, ensuite, on va mesurer les pertes, alors les sorties de biocarbone. Donc, il y a les récoltes, j'en ai déjà parlé, hein, c'est les récoltes agricoles, forestières, de la pêche, les résidus, les rejets qui sont de la production, les rejets de consommation, hein, qui reviennent à l'écosystème. Donc, c'est une ressource secondaire. Mais il n'y a pas que les récoltes. Il y a des pertes indirectes liées à l'utilisation des terres. Quand vous avez quand vous avez une construction de route, par exemple,
vous allez détruire des arbres. Ils sont pas toujours, le bois n'est pas toujours réutilisé, hein. Ça va rester du bois mort, ça va rester au bord des routes. Ça peut faire des grandes surfaces. Dans le cas des Guyanes, par exemple, on avait des données précises sur l'orpaillage, l'exploitation des minières de l'or. On avait des cartes très très précises qu'on a pu utiliser. Ça représente des surfaces importantes. Et les gens qui exploitent l'or, ils ne se préoccupent pas du tout du bois, hein. Le bois, pour eux, c'est gênant. Et on brûle, on détruit, on arrache, parce qu'on veut aller bien sûr au sous-sol pour aller extraire l'or. Et donc, il faut qu'on enregistre ces pertes indirectes par utilisation des terres. C'est un concept qui est aussi un concept des rapports sur le climat, hein. Il y a l'exploitation et les pertes indirectes par l'utilisation des terres. Et puis, on va regarder aussi quelle est la combustion de biomasse directement imputable aux activités anthropiques, aux activités humaines. Donc, c'est le bois de chauffage. Je vous ai un peu expliqué comment on va traiter le bois de chauffage, hein, parce qu'il est déjà récolté, il est transféré au système d'exploitation, et puis il va revenir. Alors, c'est important de décrire ce circuit, parce que bien sûr, le bois de chauffage, en grande partie, il n'est pas brûlé là où il est coupé. Il est brûlé plutôt dans des villages ou dans des villes, et pas là où il est coupé. Donc, il faut que l'on décrive les transferts entre unités écosystémiques, entre UPSE, de ce bois de chauffage. Autre élément important, donc, c'est l'érosion du sol. Ça, on peut le calculer avec les bases de données existantes. C'est des données qui sont assez nouvelles. Il y a des controverses sur la précision, mais je pense que c'est vraiment important de commencer à l'enregistrer en sachant que ça va s'améliorer. Ça s'améliore vraiment d'année en année, tous ces calculs et toutes ces données. Mais c'est important de bien le mesurer parce que ça représente des quantités importantes. C'est-à-dire que s'il y a une déforestation, par exemple, comme il y a en Amazonie, vous avez d'une part des pertes en bois qui sont importantes, mais ensuite, ça va être suivi après il y a quelques années d'exploitation pour du soja. Ça ne dure pas très longtemps parce que les sols ne sont pas très, très robustes. L'exploitation s'arrête, on brûle la forêt plus loin pour exploiter, et les sols sont lessivés, et donc vous allez avoir une érosion du sol. Et au total, vous allez avoir des volumes d'érosion de sol qui peuvent être aussi importants ou plus importants que les pertes en bois. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Alors, autre catégorie qui est importante, c'est les feux de forêt, de brousse, etc., qui sont, alors, on les appelle d'origine naturelle ou multiple. C'est quand on n'est pas sûr que l'homme est responsable. Bon, à titre de précaution, on commence à les enregistrer en C6.3 d'origine multiple. Et bien sûr, la relation entre la répartition des valeurs entre C4.3 et C6.3, ça va dépendre de la connaissance que l'on a des phénomènes. Donc, ça, c'est aussi une question qui nécessite de l'expertise, des discussions avec les agronomes, les forestiers, avec les gens qui savent, qui vont dire non, les feux de brousse, on peut dire qu'ils sont d'origine humaine, ils sont tous provoqués par l'homme. Dans ce cas-là, on met tout en C4.3, ou alors on met ça en C6.3. Et bien sûr, ça va avoir des conséquences au niveau du calcul des indicateurs à la fin. Hein, parce que quand c'est des feux provoqués par l'homme, c'est un prélèvement par l'homme, hein. C'est une utilisation par l'homme. Si c'est des feux d'origine naturelle, c'est une perte simplement de carbone, mais qui n'est pas imputable aux activités humaines. Et puis, on arrive à cette variable qui est importante, difficile à calculer. Il y a des estimations, mais c'est toujours compliqué. Mais il faut qu'on l'ait dans le compte pour l'équilibrer, qui est la respiration hétérotrophique, à la fois en surface, hein, des animaux et du sol.
Et puis un dernier élément qu'on chiffre également, c'est la décomposition de la litière vers le sol. C'est-à-dire que il y a une partie de la biomasse, hein, dans le cadre du métabolisme, hein, de toute chose. Il y a une partie qui va vers l'atmosphère, mais il y a une autre partie qui va aller vers le sol. Hein. Typiquement, vous avez les feuilles mortes, hein, vous avez les feuilles mortes, les branches qui se décomposent et qui vont nourrir le sol, qui vont l'enrichir. Donc, vous voyez que c'est une description assez complète, hein, du circuit. Et donc, on va pouvoir calculer dans le stock on a un stock d'ouverture et un stock de clôture. Et le stock de clôture, ça va être le stock d'ouverture plus le total des apports, moins le total des sorties. Et on a un premier indicateur qui est le solde net de carbone écosystémique. Et ce premier indicateur, il est calculé à partir des flux. C'est les flux d'entrée moins les flux de sortie. Et on va calculer le stock de clôture. Alors, le stock de clôture, on va le mesurer, ça va dépendre de l'information qu'on a. Si on n'a pas trop d'informations, on va mesurer le stock d'ouverture. Je pense que je n'avais pas d'autres diapositives. Excusez-moi, donc, on va avoir le stock d'ouverture, végétation, litière, sol et faune. Et on va regarder les flux et on va en déduire le stock de clôture. Mais on peut avoir des données directement sur la croissance des arbres, par exemple. Donc, si on a des données de bonne qualité sur la croissance des arbres, on va pour les arbres estimer, on va faire une deuxième estimation du stock. On va faire une estimation différente. Et donc, on aura un solde qui peut être calculé un petit peu différemment. Donc, normalement, si tout est parfait, les deux calculs doivent donner le même résultat. Mais on travaille avec des données imparfaites, donc on a besoin d'introduire un ajustement. Ce qui est bien important de voir, hein, c'est que le compte du carbone, sa relation avec la statistique économique, avec la comptabilité nationale, avec la comptabilité des entreprises, la relation que l'on va décrire, elle va avoir lieu au niveau des récoltes. C'est comme ça qu'on va bien se rattacher au niveau des récoltes et puis au niveau des rejets, etc. Mais c'est essentiellement au niveau des récoltes. Donc, on va décrire les récoltes, on va décrire aussi une relation au niveau du cheptel, mais on va se décrire surtout au niveau des récoltes. Et donc, si on veut fournir une information pertinente, il faut fournir une information qui soit au même format que la statistique agricole, forestière, la comptabilité nationale, qui sont des données annuelles. La relation, elle est au niveau des flux entre l'économie et l'écosystème. Hein, il y a un flux, un renouvellement naturel, il y a un flux naturel qu'on utilise plus ou moins. Et donc, il faut qu'on fasse les comptes, le stock d'ouverture et le stock de clôture, il faut qu'on les fasse pour chaque année. On peut comparer le stock d'ouverture de l'année 2000 et le stock d'ouverture de l'année 2015, ça a un sens. Mais on ne peut pas comparer le stock d'ouverture de l'année 2000 on ne peut pas faire le total des flux entre 2000 et 2015. Le total des flux entre 2000 et 2015, on pourrait le faire, hein, c'est juste des additions, si on a fait tous les comptes annuels, mais il faudrait faire tous les comptes annuels, on pourrait le faire, mais c'est une variable qui serait utilisée par personne, parce que personne ne raisonne comme ça. Hein, on connaît les stocks à une date, et on regarde les flux annuels. Donc, il va falloir que l'on fasse à chaque fois un compte complet de 2000 et un compte complet de 2015. Donc, c'est pour ça qu'on a à la fin beaucoup de tableaux et beaucoup des volumes importants de données à gérer. Ce n'est pas très compliqué à faire. On le fait une fois, on le fait deux fois. Ça ne prend pas beaucoup de temps de le faire plusieurs fois, mais ça fait beaucoup de données. Il faut bien les organiser. Donc, voilà le compte de base. Et donc, alors là, je reviens maintenant sur les comptes le compte du surplus de ressources accessibles.
Donc, on va avoir le total des apports du compte de biocarbone. On va regarder, pour calculer, on va calculer le flux net de carbone accessible. Et ce flux net de carbone accessible, c'est le total des apports. Et vous voyez, les flèches oranges, ça vous indique que vous n'avez pas, qu'on n'a pas à se préoccuper. On reprend simplement ce qu'on a calculé avant. Hein. Et on va avoir donc on va regarder on va ensuite retirer ce qui est dû aux pertes naturelles. Parce que bien sûr, les pertes naturelles, soit les feux, soit la respiration, soit la décomposition de la litière vers le sol, tout ça, c'est du biocarbone qu'on ne peut pas utiliser, il n'est pas accessible. Et donc, on va calculer un flux net de carbone accessible qu'on va utiliser après pour calculer la soutenabilité de l'utilisation de la ressource. Et puis, il y a les indices donc, de limitation de l'usage. Là, on va juste calculer l'indice de limitation lié à la protection de la nature. Mais on pourrait imaginer, ça, je dis ça pour nos collègues forestiers, vous avez des plans de gestion forestière multi-annuels, et vous savez, par exemple, que selon un plan de gestion, pendant 15 ans, 20 ans, une forêt ne devra pas être exploitée. Hein, c'est une nouvelle plantation. Donc, pendant 20 ans, on n'exploite pas. Ça veut dire que si on décide, pour une raison ou pour une autre, de couper, on prélève sur une ressource qui est en cours de renouvellement. Donc, une ressource qui n'est normalement pas accessible. Et donc là, on crée un dommage important à la forêt, parce qu'on n'aura pas respecté le plan de gestion. Ou si ça brûle, par exemple, on aura perdu beaucoup. Donc, voilà l'idée du carbone accessible. Hein. Donc, on va bien enregistrer ces limitations et on va calculer le surplus net accessible. Et puis, on va calculer un autre indicateur qui est le potentiel carbone net. Alors, ce potentiel carbone net, c'est la totalité de ce qui est disponible pour les usages humains et pour la nature. Donc, c'est un indicateur qui est un petit peu différent et qui va prendre en compte la production primaire nette, qui va prendre en compte les productions secondaires et en négatif, une partie de l'érosion. Donc, il a fallu ajuster parce que si tout le carbone n'est pas directement du sol, c'est une réserve de long terme, disons. C'est pas directement perdu si il y a une érosion qui est en surface. Et sinon, on a bien sûr les feux qui sont à prendre en compte. Donc, c'est ce qui est disponible pour les humains et pour la nature et qu'on va reprendre à la fin dans le calcul de la capacité totale. J'arrive à la fin de cette première partie de la présentation. J'arrive au tableau des utilisations de biocarbone. Et donc, vous voyez qu'il se déduit du bilan de base. Alors après, c'est des problèmes de présentation. On prend les prélèvements de totaux de biocarbone, on peut les détailler dans le compte de bilan de base, mais on peut les détailler encore davantage si on a davantage de statistiques dans le tableau des utilisations. Ce qui est important de voir, c'est que les totaux sont les mêmes. Donc, c'est un compte qui est produit en fait de manière quasi automatique. Et donc, on va terminer par le tableau, le calcul des valeurs unitaires internes du carbone écosystémique, parce que là, on a enregistré toutes les quantités, on a fait des bilans de quantité, des plus, des moins, on essaye d'avoir l'image la plus complète possible du carbone pour voir si on utilise trop ou pas assez. Ensuite, il faut donc mesurer si on a utilisé trop ou pas assez, pour savoir s'il y a un épuisement de la ressource. Donc, c'est l'indice de l'intensité soutenable d'utilisation du biocarbone. On pourrait dire l'indice, c'est un indice d'épuisement de la ressource en biocarbone. Mais donc, il vaut mieux utiliser ce nom-là parce que c'est un calcul qui est spécifique à la CECN. Et puis, on va après calculer des indices de bon état de l'écosystème.
Un bon écosystème, c'est un écosystème qui est stable, hein, qui est capable de se reproduire. Et s'il se reproduit, ça veut dire que d'année en année, bon, il y a des fluctuations liées à la météo, mais que sur le long terme, il va se reproduire, il va se maintenir à son niveau. Donc c'est ça un peu l'idée de la comptabilité écosystémique, hein, c'est d'avoir des écosystèmes en bon état et de mesurer la dégradation quand ça se produit. Mais donc, il faut qu'on voit des indices qui vont être plus qualitatifs. Par exemple, alors là, c'est pas limitatif. Hein, on a des indices de santé, CEH, qui sont, ça dépend. Après, c'est des diagnostics qui vont être faits par les experts. Et c'est un peu une approche médicale, hein, que l'on fait comme on fait des diagnostics d'état de santé de la population. On regarde tout ce qu'on a comme variable sur les épidémies, la morbidité, et puis on va arriver après à produire des indices d'état de santé de la population. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire là. On va regarder donc la stabilité l'âge, hein, des carbones en forêt. Si on a des données sur l'âge des forêts, c'est vraiment bien. On va regarder la résistance à l'érosion, ça on sait faire. On va regarder la résilience face aux incendies, hein, voir un petit peu si les incendies ont tendance à se reproduire de manière de plus en plus fréquente. Alors ça, c'est possible, hein, pour les incendies parce qu'on a des données quotidiennes sur les feux. Donc on peut essayer de produire des données qui vont nous décrire la répétition des incendies dans une UPSE. Donc ça va nous dire, bon, notre stock, il est vulnérable, c'est des indices de vulnérabilité. Et donc, on va intégrer tout ça pour faire calculer l'indice de santé écosystémique du biocarbone. Et on va combiner ces deux indices, on va en faire la moyenne, pour avoir le produit plutôt, pour avoir la valeur unitaire interne du carbone écosystémique. Donc voilà tout le but de l'exercice. J'ai passé en revue les comptes. Alors, quelques remarques et puis j'aurai quelques images pour illustrer ces remarques. Pour faire ces comptes, donc on a des données, on en a beaucoup qui sont disponibles par des tuiles, des fichiers raster. C'est des tuiles, des fois c'est des bases de données planétaires, globales, en grille. Donc grille, raster, grid, il y a plusieurs termes qui sont synonymes. Alors ces données, il faut les télécharger et les pré-traiter. Alors souvent, quand c'est des bases de données globales, vous vous souvenez, hein, que les données globales, le plus souvent, pas toujours, mais le plus souvent, elles sont en coordonnées géographiques. À mon avis, c'est le mieux, hein, les coordonnées géographiques, c'est-à-dire c'est la référence absolue. Hein, mais il faut qu'on les traite pour les projeter sur un plan pour avoir des mesures en hectares. Donc, il faut les rééchantillonner. Et puis, il va falloir un petit peu regarder ce que c'est que ces données. À chaque fois, il faut s'interroger, hein, sur la signification des données. On va les extraire et finalement par UPSE. Donc, on va faire les comptes pour toutes les UPSE de la zone Moldavie. C'est un petit peu plus que les frontières administratives de la Moldavie. Hein, c'est tous les bassins de niveau 10, IBAS 10, hein, vous vous souvenez, bassin hydrologique de niveau 10, qui nous servent à définir les unités paysagères socio-écologiques. Alors, d'autres données, c'est des statistiques. Pour l'instant, on a accès à des statistiques par pays. On va voir un peu, on va les chercher sur le site de la FAO. Mais on peut, dans pas mal de cas, hein, les statisticiens ont progressé ces 10 dernières années. Ils commencent à se servir de QGIS, ils commencent à produire des données par municipalité, par exemple, hein, par division administrative. Donc, on va utiliser des statistiques. Dans l'exercice, on va juste prendre les statistiques, bien sûr, qui sont à la FAO. Alors, ces statistiques, dans tous les cas, il faut les analyser aussi, hein, comprendre ce que ça veut dire réellement, et puis on va les transférer. Alors, soit on va les transférer après rasterisation, ou alors dans certains cas, on va juste avoir des coefficients. Par exemple, dans toute l'extraction de bois, hein, toute la récolte de bois, des statistiques,
on a par pays la proportion entre bois de chauffage et le bois d'industrie. Donc, le bois rond, c'est le total du bois qui est exploité. Hein. Après exploitation, ça, c'est les billes de bois que vous voyez sur les camions. Hein. Et donc, on va avoir des coefficients. Donc, ces coefficients, on aura un coefficient pour tous les cellus, en général. Hein. En général, c'est des coefficients pour l'ensemble du pays. Peut-être mieux, mais... Alors, donc ça, c'est des traitements qu'on va devoir faire sur le tableur. Plusieurs variables vont être calculées. Donc, on va avoir, par exemple, on connaît le cheptel. À partir du cheptel, on va estimer la biomasse qui est pâturée par le cheptel. Et bien sûr, cette biomasse, on peut la calculer. Alors, donc, on va regarder des données dans la littérature. Hein. Il y a des, je vous indiquerai là où on peut aller chercher, mais si vous avez des bons agronomes ou à l'université des bons labos ou des instituts qui ont des meilleures données, bien sûr, il faut les utiliser. Mais au niveau de la première version mise en œuvre rapide, on va utiliser la biomasse, on va utiliser des coefficients assez généraux par espèce sur leur alimentation. À partir de là, on peut regarder le lisier, qui est important parce que dans les schémas, dans les systèmes agricoles traditionnels, c'est ça, c'est le lisier, c'est le fertilisant qui permet le maintien du sol. Et l'agriculture intensive remplace le lisier par des engrais chimiques, et qui c'est une des causes de l'appauvrissement des sols. Donc, donc on va regarder ça et on va faire des estimations, des fois avec des coefficients, et puis on va les réintroduire après dans nos systèmes de calcul par grille comme des valeurs moyennes. Alors, c'est un petit peu biaisé, c'est un petit peu faux, mais ça permet quand même d'avoir des estimations qui sont extrêmement intéressantes et qui peuvent s'améliorer, bien sûr. Donc, je vous ai montré qu'il y avait toute une série de variables comptables qui sont nécessaires pour avoir des comptes équilibrés et pour mesurer les résultats comptables, les soldes, de manière correcte. Et c'est des reports automatiques, donc ça, je ne reviens pas là-dessus. Il y a d'autres qui sont des indicateurs plus compliqués dans leur formule. Là aussi, tout ça, c'est calculé de manière automatique ou semi-automatique. Alors, il y a donc en fait un enjeu qui va être assez important autour des données qui sont observées et du contrôle de leur qualité, de leur cohérence. Donc ça va être une discussion après quand on va aller sur la mise en œuvre. C'est vraiment important parce que ça va conditionner la qualité des comptes. Mais il ne faut pas avoir peur de commencer un jour. Si on ne commence pas, on va passer son temps à se plaindre qu'on n'a pas les bonnes données et on ne fait rien. Donc l'idée de la comptabilité écosystémique, c'est on commence, on fait quelque chose qui va être à peu près bien, mais qui ne va pas être formidable pour commencer, et puis on voit comme ça là où il y a les problèmes, et quand on sait où sont les problèmes, on a une chance de pouvoir les résoudre. Et on va essayer de les résoudre et avec les experts, en améliorant les coefficients, en trouvant des données de remplacement là où elles existent dans certains cas, etc. Et donc, voilà comment on peut progresser. Et donc, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'on aura rempli tous les tableaux comptables, il va rester un exercice qui est bien connu des comptables nationaux, qui s'appelle, au niveau de la synthèse des comptes, qui va être l'arbitrage des comptes. Et donc, de faire en sorte que tous les éléments soient mis en cohérence, même si c'est un petit peu formel au début, mais qu'on n'ait pas 10 fois plus de bétail que possible sur le compte tenu des autres paramètres. Hein. Donc, c'est une manière de repérer les incohérences, les erreurs. Donc, on fait cet arbitrage de manière à avoir un compte qui veuille dire quelque chose. Les types d'ajustements qui sont nécessaires. Vous voyez, par exemple, dans le cas présent, si on travaille sur les statistiques forestières, ne vont pas prendre en compte toutes ces petites tiges, tous ces petits arbres qui ont été cassés. Ça a été cassé parce que probablement il fallait aller plus loin dans la forêt, il y a des grands arbres qui sont intéressants, il fallait passer. Alors voilà ce que
le travail, ça consiste à aller charger des données. Par exemple, là, c'est des données très importantes hein, sur le Global Forest Change, c'est des données annuelles sur les pertes en arbres avec une maille de 30 mètres. Donc ça, on va les utiliser. Tout le monde les utilise beaucoup. Hein. C'est les données de Global Forest Change, l'Université du Maryland. Elles sont connues par le patron du département qui fait ces données, s'appelle Hansen. Je ne sais plus quel est son prénom, M. Hansen. Et donc Hansen GFC, c'est codé comme ça, Hansen Global Forest Change. Et alors là, pour aller les chercher, on a un bandeau, on clique et on a la tuile. Et après, on a à choisir. Alors, on va voir, on a les loss years, c'est les pertes annuelles. On clique là-dessus, et hop, on télécharge. On a des données 2000, on a même des images satellites sans nuages qu'on peut aller chercher là-dessus. Ceux qui sont intéressés par les images satellites, je vous recommande ça comme une source facile pour aller chercher. Alors, il faut les prendre tuile par tuile. Dans d'autres cas, c'est un peu la même chose, mais c'est un peu plus compliqué. On ne vous donne pas accès à un système où vous avez à cliquer. Il faut donner les coordonnées de la tuile. Alors, par exemple, la tuile pour la Moldavie, vous reconnaissez hein, les Carpates, la mer Noire, la zone d'étude, elle est ici. Hein. Et donc, la tuile, ça va être la tuile nord 50, est 20. Alors, il faut faire un peu attention. J'ai eu vraiment, j'ai souffert avant d'arriver à comprendre comment ça marchait, parce que le Est, on le mesure à partir du méridien de Greenwich hein, qui est à 0. Et vous voyez que c'est le Est 20 à partir de 0. Est 0, c'est Greenwich. Et puis, on a Ouest après. Hein, alors, c'est Est 20 et le Nord. Donc, c'est le Est, en fait, à partir de Greenwich, donc c'est la partie est de la carte mondiale, et il y a la partie ouest. Hein, la partie ouest avec des valeurs négatives, la partie est, c'est les valeurs positives. Et donc là, on a la tuile qui va être est 20, c'est celle qui est à l'ouest de la tuile, hein, le code. Donc il faut faire attention parce qu'on peut se tromper et aller chercher la tuile d'à côté. Donc voilà comment ça fonctionne. Hein. On télécharge la tuile, et puis on va regarder la zone sur laquelle on travaille. Et on s'aperçoit, ça c'est la loi de Murphy, hein, de l'enquiquinement maximum, ça se passe toujours comme ça. Hein. On s'aperçoit qu'il y a un petit bout qui n'est pas sur la tuile. Donc on va télécharger 2 tuiles. Donc là, il faut télécharger la N20, la Est20 et la Est30. Et donc, voilà, vous voyez, on a la grande tuile, et on va faire une extraction. À partir de là, on va faire une extraction pour la partie qui nous intéresse. Alors là, j'ai fait l'extraction avec les bassins de niveau 6, donc c'est un peu plus grand hein, que le 10, et on verra comment on fait ce genre d'extraction. C'est très facile, ça va très vite, hein, mais il faut faire une mosaïque entre les deux, une extraction. Donc voilà le genre de manipulation. Et ensuite, il faut reprojeter, rééchantillonner. Dans d'autres cas, on aura carrément des données globales. Donc ça, c'est la base de données FAO. C'est produit par l'université de Louvain et Harvard, et où on a une modélisation de tout le cheptel. Alors, il faut aller télécharger animal par animal. Là, on dit en langage scientifique les gallinacés. Mais eux, ils disent chicken, ils disent les poulets. Je trouve qu'on comprend bien de quoi il s'agit. Donc, on va appeler ça les poulets. Voilà la carte mondiale des poulets. Vous voyez un peu la quantité de poulets qu'il y a en Chine. Hein, c'est considérable. Hein, et vous comprenez pourquoi la grippe aviaire, elle vient souvent de la Chine. Oui. Hein, il y a vraiment. Donc, c'est une carte qui est intéressante. C'est assez grossier, on va voir les problèmes. C'est pas fantastique, mais ça a le mérite d'exister. Et normalement, c'est des statistiques de la FAO qui ont été redistribuées selon un modèle. Donc, vous voyez, quand on voit le découpage, on fait on prend la même tuile, et vous voyez que vous avez la Moldavie ici. Vous voyez qu'en Ukraine, et même selon les régions d'Ukraine, vous avez le modèle, il ne fonctionne pas de la même façon. Donc, ce n'est pas parfait, mais ça vous donne une idée de la distribution. Hein, à l'intérieur de la Moldavie, vous voyez, là, il y a
une zone orange-rouge. Donc, c'est là qu'il y a les poulets, un petit peu dans le sud. Hein. Il y en a moins ailleurs. Donc, et ça, on a ça pour tous les animaux. Voilà une autre façon de chercher les données. Alors, c'est des données qui sont cohérentes normalement avec les données de la FAO. Donc, on va apprendre à aller charger des données pour de production. Alors, c'est le même principe pour les récoltes par type de récolte, hein, les céréales, les tubercules, les pois, les légumes, les fruits. Hein, donc, c'est la même chose pour les. Et donc là, vous voyez, ça, c'est pour les animaux. Et donc, on va voir comment on va sélectionner les données qui nous intéressent sur la FAO. Ça, c'est important parce qu'après, ça veut dire on est en mesure d'expliquer quel est l'écart entre les comptes et les données de la FAO. Voilà. Donc, ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder les comptes. Vous voyez, vous avez les comptes et vous avez des couleurs. Alors, on va essayer de commenter un petit peu tout ça. D'abord, les comptes. Hein, vous avez le compte de base avec le stock, avec les flux d'entrée. On verra par la suite hein, les autres éléments du compte. Ça, c'est les comptes des écosystèmes terrestres, hein, des UPSE. Mais vous avez en miroir, on ne le fait pas, mais c'est intéressant de voir comment ça fonctionne. En miroir, vous avez le compte de l'atmosphère, le compte de la mer et le compte des emplois et ressources de l'économie. Ce n'est pas toute l'économie, hein, parce que l'agriculture, par exemple, l'extraction, les récoltes, elles ont lieu à l'intérieur de l'écosystème. Hein, mais dès que les produits sont récoltés, dès qu'ils sont mis sur la remorque du tracteur, ils rentrent dans le système d'offres et d'emploi de l'économie, hein, de ressources et d'emploi, supply and use en anglais. Supply and use table, c'est ce que vous avez, c'est un concept central dans le SEA, justement cadre central. Et donc, vous voyez que dans plusieurs lignes, vous avez un chiffre en miroir. Hein, donc, ça vous montre que ces comptes sont vraiment articulés. Par exemple, vous avez pour la production primaire nette, vous avez un chiffre en miroir dans le compte de l'atmosphère, hein, qui sera à ce moment-là une sortie de l'atmosphère, hein, puisque ça va être du carbone qui va être séquestré pour fabriquer de la biomasse. Alors ça, je l'ai mis ici pour illustration, hein, pour voir de quoi il retourne. Maintenant, si vous voyez donc alors les couleurs, le bleu, ce qui est imprimé en lettres bleues, ça veut dire des données qu'il faut introduire d'une manière ou d'une autre. Il faut les introduire dans les comptes. Donc, on va voir après comment on peut les introduire. Ce qui est en noir, en italique, c'est des calculs. Alors, je ne sais pas si c'est clair sur l'écran, mais vous voyez que, par exemple, la litière et le bois mort et les racines, on utilise là ce qu'on appelle en statistique forestière, on appelle ça des facteurs d'expansion. Donc ça, j'ai pris des facteurs d'expansion moyens hein, qu'on trouve dans la littérature de la FAO. Il y a des variantes, mais ça tourne toujours à peu près dans ces ordres de grandeur. C'est-à-dire que la litière plus le bois mort, c'est évalué traditionnellement à 12% du bois. Donc, j'ai mis 12%. Et 25% pour les racines par rapport au volume des arbres coupés. Donc, c'est des manières de calculer aussi qui peuvent s'ajuster, hein, mais c'est des manières courantes de calculer.
Donc, en italique, ça c'est calculé, puis c'est souvent assez mis surligné en une espèce de gris. En orange, carry-over, ça veut dire c'est des reports à nouveau, des reports. Donc, c'est des chiffres qui sont calculés ailleurs et qui sont juste copiés là pour l'équilibre des comptes. Les totaux, c'est en caractère gras. Et alors, ce que vous avez en caractère ocre marron, hein, c'est ce qu'il faudrait mesurer et pour lesquels on n'a pas les données suffisantes et pour lesquels on fait une impasse. Donc, n'oubliez pas que c'est la première, c'est la bêta version des comptes qu'on est en train de faire. Hein. Et donc, il y a des choses qui manquent et qu'il faudrait les mesurer. Hein. Par exemple, il faudrait arriver à mesurer les rejets de consommation et notamment les rejets dans l'eau. Donc, ce que je disais, c'est que vous avez des données qui sont rentrées, c'est les chiffres. Vous avez des totaux. Là, c'est le total des récoltes. Vous avez des formules de calcul, des estimations. Et puis, en marron, en beige et marron, ou ocre et marron, on a des choses qu'on devrait faire et qu'on n'a pas pu faire à ce stade. En fait, il suffit d'introduire les données là, et automatiquement, vous avez les totalisations. Si vous avez introduit partout les chiffres en orange, automatiquement, vous n'avez pas à vous en occuper, ils se mettent à jour, hein, puisque c'est la référence, c'est la ligne. Hein, donc, c'est la ligne E83. Par exemple, si j'ai donc là, c'est la cellule E21, elle est égale à E83. Je pense. Donc, c'est les transferts dus c'est la décomposition du sol. Hein, la formation on appelle ça, en anglais, il y avait un terme DOM, Dead Organic Matter. Donc, c'est la décomposition vers le sol. Hein, vous avez à chaque fois le E80, vous avez la correspondance. Et donc, on a à introduire un nombre limité de variables. Vous avez des fois des formules un peu plus compliquées même. Quand vous avez des formules compliquées, il y a une chose qu'il faut avoir en tête, hein, c'est que ces calculs, on les fait pour des systèmes, donc pour nos UPSE. Ainsi, on pourrait appliquer, on va utiliser la même table après pour des présentations de comptes par district, par pays, etc. Mais il faudra l'alimenter. Il faudra l'alimenter dans certains cas à partir de données des cellules. Donc, et c'est pas toujours avec des totaux. Quand vous avez des indices, c'est la moyenne qu'il faut prendre. C'est l'indice moyen, c'est pas le total des indices des cellules. Mais donc, ce tableau-là permet de voir beaucoup de choses. Hein. OK ? En bas, il y a des éléments additionnels qui sont, en fait, comment on va calculer les gaz à effet de serre émis à partir de la biomasse. Et donc, il y a les conversions, vous voyez le ratio 12-44, hein, c'est le rapport entre 12, c'est la valeur moléculaire du carbone, hein, c'est la masse moléculaire du carbone, et 44, c'est la masse moléculaire en CO2. Et c'est un peu différent pour le méthane. On essaye de voir le méthane. Le méthane, c'est un facteur qui est aussi, c'est des choses qui sont importantes. Pensez bien que
Ces comptes doivent être utilisés par des décideurs à un moment donné, et que même s'ils sont simplifiés, ils doivent être compréhensibles. Hein. Imaginez qu'on cherche le décideur va se poser une question, vous la connaissez pas a priori, hein, il va chercher, il va se poser une question, et la question des émissions de méthane par les bovins. Hein, vous savez, les bovins ont un système de digestion où ils produisent énormément de méthane, et le méthane est un gaz à effet de serre qui est très important, hein, qui est 23 fois plus, qui a 23 fois plus d'effet que le CO2. Donc, on essaye de calculer tout ça. Voilà. Donc, je vais revenir à. Vous pouvez rester sur le tableau. Hein. Moi, je vais revenir à Jean-Louis? mon. Oui, Oui, pardon. Il y a une question par rapport au marché locaux du carbone. Est-ce oui. que ça sera représenté dans notre approche ou pas? S'il y a des marchés locaux, en tout cas. De quel marché il s'agit? De marché dans le cadre de la Convention Donc, climat je vais te lire la question, en fait. Vas-y. Donc, pour les pays qui ont mis des marchés locaux du carbone, Oui. pensez-vous que la matrice que vous présentez comprendra ce volet? À peu près. Alors, ma réponse est on fait les comptes en unités physiques. Donc, l'intérêt de la matrice est de fournir, avec un découpage géographique assez fin, de fournir certaines des variables qui vont être prises en compte après pour calculer des crédits ou des débits carbone. Dans la Convention sur le climat, il y a le programme LUCF. Dans ce programme, il y a une estimation de la séquestration du carbone, il y a une estimation des émissions de carbone par l'agriculture, par exemple. Et donc, on fournit des éléments pour faire le calcul. Et donc, ça peut permettre de faire des estimations, mais après les prix, ça, c'est une application qui vient par-dessus les comptes. Hein, si on veut calculer quels sont les crédits et les débits carbone en monnaie par UPSE, oui, on peut le faire. Absolument. Donc, de ce point de vue-là, c'est une information d'entrée, mais il n'y a pas directement la réponse dans le compte pour l'instant parce qu'on ne fait pas les comptes monétaires. Bon, en fait, Monsieur Jean-Louis, je vous prie de bien m'excuser, c'est moi qui a posé la question. En fait, le Maroc, il est en train d'instaurer un marché du carbone pour juste, bien sûr, tenir compte de pour juste, en fait, honorer ses engagements vis-à-vis des conventions internationales relatives au climat. Et nous avons, du moment que vous avez parlé des bovins, des émissions du méthane, et ça m'a sauté l'idée des émissions atmosphériques des différents pollueurs à l'échelle nationale, que ce soit dans le secteur agricole ou industriel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, il m'a semblé très important que cette matrice, en tout cas pour le Maroc, devra tenir une rubrique sur le marché carbone. Comme ça, on saura en toute transparence la part de chacun des émissions. Voilà. Oui, non, si vous me parlez des émissions, la réponse est oui. Hein, c'est même pour ça qu'on l'a inclus. Et ce que j'avais expliqué au début dans le cadre général tel qu'il est dans le rapport de la CBD, le compte d'utilisation, le compte d'utilisation, on le limite à donc le compte de l'utilisation, on le limite simplement au biocarbone. Mais si vous vous souvenez, dans le rapport CBD, on rajoute des lignes de biocarbone pour le carbone fossile.
Alors, il faut voir si ça a un sens, hein, parce que ça n'a peut-être pas de sens partout au niveau pour le carbone fossile, s'entend. Hein. Il faut voir ce qui a un sens au niveau des UPSE ou pas. Mais peut-être que ça a un sens au niveau des UPSE. Mais par contre, aussi, hein, vous avez le bilan de carbone net, hein, que l'on calcule là. Ça va à partir de là, on peut calculer la séquestration en carbone. Donc, on peut aller plus loin. Hein. Là je n'ai pas présenté ça. C'est très proche, hein, de la séquestration en carbone, hein, puisqu'on a pris en compte tous les éléments positifs et tous les éléments négatifs. Hein. Donc, il faut qu'on travaille un peu dessus, mais à mon avis, tel quel ou avec un ou deux éléments à rajouter, on va avoir la séquestration en carbone. Et là, on a les émissions, la combustion, les incendies d'origine humaine, les émissions par le bétail et les émissions naturelles. Et après les émissions naturelles. Donc là, on a vraiment des éléments. Vous voyez, c'était vraiment l'objectif, hein, de ce tableau. Hein. C'est des indicateurs additionnels et on pourrait mettre aussi voir comment se dérive la séquestration de carbone depuis le bilan. Et donc, on aurait déjà, pour le biocarbone, oui, la réponse est oui. Vous avez les éléments. Après, bien sûr, il faut valoriser. Ça, c'est une estimation des marchés potentiels. Ça peut être important, hein, bien sûr. Merci beaucoup. Merci infiniment pour les explications. J'ai expliqué à plusieurs reprises, hein, que un des gros problèmes que l'on a au niveau des systèmes d'information aujourd'hui, c'est qu'il y a un déséquilibre entre ce qu'on fait sur le carbone, parce qu'il y a un modèle simple, hein, de relation entre les émissions, les concentrations dans l'atmosphère et l'augmentation des températures. On a un modèle très simple, hein, qui est compris par les politiques. Et donc, sur cette base-là, on peut prendre des décisions, des engagements, etc., parce qu'on sait comment mesurer. C'est une comptabilité pour le carbone. Hein, les rapports à la Convention climat, c'est une comptabilité. Et par contre, la biodiversité est prise en compte de manière un peu accessoire. Hein. On la prend en compte parce qu'on dit qu'il y a des catastrophes, il y a tout ce qu'on veut. On essaye, hein, on sait qu'il y a des problèmes, mais ce n'est pas intégré dans des processus politiques et économiques. Ce n'est pas intégré de manière formelle. Et donc, c'est important du coup, il y a des écarts. Un des facteurs importants du changement climatique, c'est tout ce qui se passe au niveau de l'eau. J'ai entendu récemment une expression par un Brésilien qui parlait de la rivière aérienne en Amazonie. C'est-à-dire qu'il y a plus d'eau. Il y a plus d'eau qui est renvoyée à l'atmosphère par l'Amazonie que l'eau qui s'écoule à la mer, de tout le bassin de l'Amazonie. Et ça a un effet absolument incroyable sur le climat, y compris sur la température. Et tout ça, c'est un peu négligé parce que le modèle, il est centré CO2. Donc, l'idée, c'est d'essayer d'interconnecter ces différents modèles de manière à avoir une compréhension plus correcte de la situation et des politiques qui soient plus équilibrées, parce que un des enjeux considérables, c'est la destruction de la biosphère. Hein. Et c'est un enjeu climat, c'est un enjeu biodiversité, c'est un enjeu nourriture pour les hommes. Et donc, pour l'instant, ce n'est pas suffisamment pris en compte. Donc, c'est pour ça que la comptabilité cherche vraiment à bien connecter tout ce qu'on peut. Hein, on va voir la combustion de bois, les pertes indirectes, les pertes directes. Tout ça est bien décrit, parce que ça se relie après
à des variables, chaque fois que possible, on se relie à des variables qui sont des variables de la statistique économique. Donc, vous voyez la logique, la contrainte, et c'est l'avantage d'avoir un cadre formel, c'est qu'on peut relier les choses. Et qu'après, quand on change un chiffre à un endroit, normalement, il va y avoir des répercussions un petit peu partout. On a une vision, c'est ce qu'on appelait une approche systémique. On ne néglige pas un aspect au profit d'un autre. Première chose importante, c'est ça. C'est ce que veulent dire les couleurs. Parce que ça, vous voyez qu'il n'y a pas énormément, finalement, de lignes en bleu. Il y a 110 lignes. Et il y en a peut-être une trentaine qui sont à remplir, maximum. L'autre point, c'est donc les formules. Donc vous voyez toutes les formules. Ensuite, donc, où est-ce qu'il faut introduire des données? Donc vous voyez là le stock, pas le stock, les inflows, une partie donc les apports en biocarbone. Il y a essentiellement deux variables qui sont, c'est la production primaire nette et puis l'apport de nourriture pour le bétail, parce que dans bien des endroits, le bétail consomme plus que la productivité de l'UPSE. Donc, il va falloir, si c'est besoin, ce n'était pas le cas dans l'exemple là, mais il faut avoir amener de la nourriture d'ailleurs. Donc, ça, on le décrit aussi. Là, et donc, on peut se retrouver dans des situations difficiles à cause de manque de nourriture. Ensuite, vous avez les récoltes. Je pense que c'est... Oui, il faut que je remette à jour mes diapos, parce que j'ai pas la... Oui, il y a deux nomenclatures. Ça, c'est la nomenclature de produits des Guyanes. Ce n'est pas exactement la même, mais ça change. Vous pourrez, quand on fera au niveau national, il y aura des variantes, hein, c'est évident. Hein. Si l'arachide est importante dans un pays, on va introduire une ligne arachide. Hein. Parce que là, on a oil crops, les oléagineux, on peut le subdiviser hein, selon les choses importantes. Donc ça, c'est la suite du tableau. Donc vous voyez, les flèches indiquent là où il faut aller chercher les données. Donc écoutez, on a passé à peu près tout en revue. Et donc la synthèse finale du compte, elle va se faire de la manière suivante. On calcule des données, donc soit sur des grilles, hein, par exemple la production primaire nette, on a des données on a pris des données européennes qui sont exprimées en tonnes, en kilos de matière sèche par hectare. Nous, on a des tonnes, donc on va produire le fichier en divisant par 1000. On a la grille, et on aura une grille, et la grille, on va extraire la statistique à partir de la grille. Et donc, on va commencer à remplir la table attributaire, une pour l'année 2000 et une pour l'année 2015. Dans d'autres cas, on aura fait les calculs à l'extérieur. Quand on travaille avec des coefficients, des fois, c'est plus simple de faire les calculs sur un tableur. Et donc, on va avoir des tableaux qu'on va sauver en format .csv. Vous vous souvenez, c'est un format le format qui est texte, qui est lisible par Saga.
Donc, on sauve ces tableaux et à ce moment-là, on va faire une jointure parce que tous ces tableaux, on garde pour eux cette identification IBAS 10, hein, qui est en fait l'identifiant des UPSE. Et donc, on va pouvoir faire une jointure, hein, c'est-à-dire on va prendre deux tableaux et on va les joindre par la colonne, par leur identifiant UPSE. Et donc, on va rajouter des variables. Et une fois qu'on aura fait ça, on va pouvoir fabriquer le compte par UPSE. Et donc, on va prendre la table que vous avez sous les yeux. On va copier la colonne. On va copier la colonne E. Et vous voyez, dans la colonne E, on a l'indication, on a les formules qui sont écrites. Et on a en bleu, c'est là où il faut mettre des chiffres. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer quelques lignes en plus, hein, il en faut au moins 2, où on va coller en transposant, on va sélectionner la zone. Hein, pour faire un transpose, il faut sélectionner juste la zone où il y a les données, et on fait paste transpose, et à ce moment-là, on va avoir une première ligne où on aura des identifiants et une deuxième ligne où on va avoir l'indication qu'il faut mettre un chiffre ou l'indication d'une formule. Alors, bien entendu, ça ne va pas fonctionner automatiquement parce que dans la table attributaire qu'on aura copiée et récupérée à partir des fichiers shape par cellule, la première série de fichiers où on aura extrait toutes nos données, il y a des colonnes qui ne seront pas dans le même ordre, il y a des choses qui vont manquer, etc. Il n'y aura pas les calculs, hein, par exemple. Et donc, ce que l'on va devoir faire, c'est introduire les colonnes, faire glisser les intitulés de manière à aligner tous ces éléments-là. Donc ça, pour un compte complet, ça prend, si on fait attention, je dirais en 1 heure, on le fait. Mais quand on a fait ça, on n'a plus qu'à, après, on va avoir, normalement, toutes les formules vont être en haut de colonnes vides. Et donc, on n'a plus qu'à tirer, hein, on n'a plus qu'à recopier les formules sur toute la colonne et on a le travail qui est fait. Et souvent, vous voyez, c'est 3 colonnes à la fois, donc ce n'est pas trop long. Et après, on a le tableau qui est fait. Et ce tableau, on va le recopier, garder uniquement les valeurs et retirer, enlever les 2 premières lignes qui auront servi au calcul. Et dans ce nouveau tableau, on va le sauver encore comme un fichier CSV. On va prendre un nouveau shapefile où on va garder uniquement l'identifiant et peut-être la surface, encore que la surface même on l'a. Et on va pouvoir faire une jointure. Et donc, on aura le shapefile qui nous permettra de produire toutes les cartes qu'on veut pour chacune des variables des comptes. Donc, voilà comment on va procéder. Peut-être un mot pour finir sur la production de comptes par district. Donc, quand c'est par pays, par pays, c'est pas compliqué, c'est le total. Quand c'est par des grands bassins versants, c'est pas très compliqué parce que vous avez des codes. Là, il y a des tableaux d'IBAS. Vous connaissez ça, c'est l'IBAS 10. Vous connaissez l'IBAS 8, l'IBAS 6, hein, qui correspondent. Hein. Donc ça, on peut faire des jointures par des codes hydrologiques puisque c'est des objets qui sont emboîtés les uns dans les autres. Donc, il n'y a pas de problème.
Si on veut faire des comptes rapidement pour des grandes régions, en acceptant qu'il y a il peut y avoir des tout petits problèmes ici ou là sur les frontières, il y a une solution rapide qui consiste à extraire les codes des régions Paris-Base 10. Et donc, à ce moment-là, on le fait simplement, on prend la carte administrative des régions, on la numérise, et puis on va extraire la valeur moyenne, ou la valeur pas moyenne ou maximum, je ne sais pas. Ouais, ça va être pas la moyenne, ça peut donner des problèmes. Mais on prend la valeur maximum ou la valeur médiane, peut-être la médiane, c'est ce qu'il y a de mieux, pour la zone. Et à ce moment-là, on crée une colonne avec un code administratif ADM1, par exemple. Donc, il y a certains districts qui seront un petit peu à cheval sur deux, mais ça va couper un petit peu, mais ce n'est pas trop grave. Et on peut comme ça faire rapidement regrouper les tableaux par région. Donc, ça, c'est les moyens pour faire vite. Si on veut faire par district qui ne sont pas trop grands, là, ça ne marche pas bien. Ça dépend un peu, il faut regarder vraiment à quoi les cartes ressemblent. Quand on a des districts qui sont petits, alors là, on va avoir des problèmes, on va avoir des UPSE qui seront répartis entre 3 ou 4 districts. Et là, c'est la catastrophe, ça ne marche pas. Donc, dans ce cas-là, si on veut faire des comptes par petite entité, la seule solution, c'est pour toutes les variables que l'on n'a pas. Attendez, la solution, c'est de prendre toutes les variables qui sont digitalisées. Ça, on va les extraire après par, disons, zonage administratif de niveau 2. Hein, des cantons, je sais pas, enfin, des comtés, des districts, des petits districts, je sais pas, ça dépend. Les terminologies changent dans tous les pays. Et donc, on va déjà refaire une extraction à zéro. Si on prend un fichier et on extrait directement. Et ensuite, on va refaire le même exercice avec les codes. Et il faudra bien faire attention quand on fait les extractions que quand on extrait des variables quantitatives, on prend le total. Quand on extrait des indices, on prend la moyenne. Mais il y a 5 ou 6 indices, c'est pas juste bien faire attention, on s'aperçoit vite si on a fait l'erreur. Ensuite, on peut remettre les formules, on peut suivre la même procédure et produire un tableau. Ça prend aussi 1 heure ou 2 pour le faire, peut-être 3, mais ce n'est pas des travaux gigantesques. Et on peut donc régler le problème comme ça. Donc voilà ce que on peut faire le compte complet.